On a tous en tête les grandes dates de l'histoire, n'est-ce pas? Pourtant, il y a un siècle, le 7e, qui est souvent un peu survolé. Et c'est dommage parce que c'est peut-être l'un des plus importants. On va voir ensemble comment, en l'espace de quelques décennies à peine, tout a changé pour le peuple juif. Comment un monde entièrement nouveau a été forgé, posant des bases qui, d'une certaine manière, existent toujours. C'est vraiment l'histoire d'un basculement, un vrai tournant. Voilà, cette phrase, elle dit tout. C'est le cœur de notre sujet. L'arrivée de l'islam, ce n'est pas juste un changement de roi ou d'empereur. Non, c'est un changement de paradigme, un changement de monde. Et pour les communautés juives de l'époque, ça signifie la fin d'une ère et le début de quelque chose de totalement inédit. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du choc, il faut d'abord planter le décor. Comment était le monde juif avant ce grand changement? C'est notre première partie. Un monde coincé entre deux empires. Il faut s'imaginer la situation. Les communautés juives étaient littéralement prises en étau, coincées entre deux superpuissances qui se faisaient la guerre en permanence. D'un côté, on a l'Empire byzantin. C'est l'héritier de Rome. Et là, l'ambiance est tendue, pour le dire gentiment. Les lois anti-juives, les persécutions, c'est souvent un climat irrespirable. Et de l'autre côté, l'Empire perse sassanide. Là, la situation pouvait être un peu meilleure, c'est vrai, mais ça restait totalement imprévisible, instable. En gros, des deux côtés, la vie était précaire. On sentait bien que les choses ne pouvaient pas durer comme ça. Un changement, n'importe lequel, semblait presque inévitable. Et ce changement, il arrive, c'est notre deuxième partie, la carte du monde qui est complètement redessinée par des conquêtes foudroyantes. C'est là, vraiment, que tout bascule. Une force nouvelle, sortie de nulle part ou presque du désert d'Arabie, va déferler à une vitesse, mais une vitesse stupéfiante. Et elle ne va pas juste modifier l'ancien monde, elle va l'effacer. Regardez un peu la vitesse à laquelle ça se passe. 632, mort du prophète Mahomet. 6 ans plus tard à peine, Jérusalem est prise. 4 ans après ça, en 642, l'Empire perse s'effondre. Un empire qui était là depuis des siècles. Et ça continue. En moins de 100 ans, cette vague atteint l'Espagne. Ce n'est pas une conquête classique, c'est un véritable raz-de-marée. L'ancien monde n'est pas juste réformé, non, il est balayé, purement et simplement. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Un ordre millénaire qui s'effondre. Cet équilibre géopolitique qui avait défini le Proche-Orient pendant des siècles et des siècles. Cette grande rivalité entre l'héritier de Rome, Byzance, et la Perse. Tout ça, c'est fini, anéanti. Et en l'espace d'une seule vie humaine. C'est juste inimaginable. Alors concrètement, le bilan des courses, c'est simple. L'Empire perse, fini, rayé de la carte. L'Empire byzantin, il est repoussé, affaibli, vraiment diminué. Et dans le vide immense laissé par ces deux anciens géants, eh bien, une nouvelle superpuissance s'installe, le califat. Et pour la toute première fois, toute cette immense région est unifiée sous un seul et même pouvoir. Ce qui nous amène à notre troisième point, la vie sous ce nouveau califat. C'est la question clé en fait. Pour les communautés juives qui vivent tout ça en direct, qu'est-ce que ça change au quotidien? C'est quoi cette nouvelle réalité sociale? Eh bien, pour gérer cet empire immense et diversifié, un concept juridique central est mis en place. C'est le statut de dhimmi. C'est une sorte de pacte, de contrat social. En gros, les non-musulmans, donc les juifs, mais aussi les chrétiens, sont considérés comme des sujets protégés. Ils ont le droit de pratiquer leur religion, de gérer leur propre communauté, en échange de quoi? D'une taxe spéciale et bien sûr de leur loyauté au pouvoir. Et ce statut, il ne faut pas s'y tromper, va être le cadre de leur vie pour le millénaire à venir. Ce tableau, il résume parfaitement le avant-après. C'est un vrai bouleversement. Avant, le statut légal était flou, souvent synonyme de persécution et de peur. Après, on a ce statut de protégé, avec des droits et des devoirs bien définis. La langue, avant, on parlait un tas de langues différentes, araméen, grec, perse. Après, c'est l'arabe qui devient la langue commune, la langue de la culture, du commerce. Et puis l'économie. Là, c'est une révolution. On passe de petits réseaux régionaux à des routes commerciales gigantesques qui traversent tout un continent unifié. On pourrait presque appeler ça une pax islamica, une paix islamique. Parce que pour la première fois depuis des siècles, une certaine stabilité s'installe sur une zone immense qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'Inde. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes s'ouvrent. Les routes pour les marchandises, mais aussi pour les idées. Et pour les communautés juives, c'est une vraie révolution. Après des siècles d'isolement relatif, elles peuvent enfin communiquer, échanger, se reconnecter les unes aux autres. Et forcément, quand la carte politique du monde change à ce point, le centre de gravité du judaïsme, lui aussi, va se déplacer. C'est notre quatrième point, la Babylonie qui prend la tête. C'est logique en fait. Le nouveau cœur du judaïsme va s'installer au cœur même du nouvel empire. Et ce cœur, c'est la Babylonie, ce qui correspond à l'Irak actuel.
C'est là que tout se passe. Les grandes académies de Soura et de Poumbedita, qui étaient déjà importantes, changent de statut. Elles ne sont plus de simples centres d'études régionaux, non, elles deviennent l'autorité religieuse et intellectuelle suprême, reconnue par les communautés juives du monde entier. À la tête de ces académies, il y a des figures qu'on appelle les géonimes. Il faut se les représenter un peu comme les grands maîtres, les sages de leur époque. Et grâce à ces nouvelles routes de communication dont on parlait, ils vont mettre en place un réseau de correspondance absolument incroyable. Une question juridique ou théologique se pose en Espagne, on envoie une lettre en Babylonie. Une communauté au Maroc a un doute sur une pratique, lettre en Babylonie. Et les réponses des géonimes repartent. C'est comme ça, par ce flux constant de questions-réponses, qu'ils vont petit à petit unifier et standardiser la pratique juive à une échelle mondiale. Bon, on arrive à notre dernière partie. Prenons un peu de hauteur. C'est quoi, au fond, l'héritage de ce 7e siècle? Qu'est-ce qui reste de tout ça? En quoi ce siècle a-t-il été le berceau d'un peuple juif global? S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir, ce serait vraiment celle-là. Le 7e siècle, ce n'est pas juste un changement de régime politique, c'est beaucoup plus profond, c'est un changement de civilisation. Le peuple juif bascule du monde gréco-romain, qui était son univers depuis des siècles, vers le monde islamique. Et ce nouveau monde, eh bien, ça va être son cadre de vie principal pour les 1000 ans qui suivent. C'est une sorte de réaction en chaîne, finalement. D'abord, l'unité politique. La majorité des Juifs vivent maintenant sous un seul et même pouvoir, le califat. Cette unité permet une direction centralisée, celle des sages de Babylonie. Et enfin, ce leadership peut fonctionner parce que les communautés sont enfin connectées, grâce aux nouvelles routes. Ces 3 éléments combinés, qui découlent tous des conquêtes, ce sont eux qui ont posé les fondations d'une identité juive vraiment globale. Et tout ça nous laisse avec une question pour la suite. Ces fondations, forgées dans le feu du 7e siècle, comment est-ce qu'elles ont modelé le judaïsme pour les 1000 ans qui ont suivi? Quand on pense à l'âge d'or en Espagne, à la philosophie de Maïmonide, eh bien, tout ça prend racine ici. C'est ça, le véritable héritage de ce siècle absolument charnière. Merci d'avoir suivi cette analyse.